It's not you, it's me. La suite logique, c'était de se marier, d'avoir des gosses, et ça, c'est ce qu'il voulait. Aujourd'hui, est-ce que tu sais s'ils sont mariés avec des gosses? Non, mais il a fini par la quitter. Ah, Ça, bravo! Bravo, C'était la Chipolata! suite. T'as C'était la réussi, suite, Chipo! c'était la I love you. It'll pass. Salut les copines, salut les copains et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureux. Aujourd'hui, je reçois Nina qui a 32 ans, qui est célibataire depuis 3 ans. Enfin, on a quand même un petit doute sur la date, mais Nina vous en dira plus. Nina a fait le choix, en tout cas depuis quelques temps, de ne plus vraiment relationner avec les hommes. Là aussi, je garde le mystère et je laisserai Nina expliquer pourquoi. Dans cet épisode, il va être question aussi de la religion. Nina est musulmane, Nina est de gauche, est féministe et vient avec, j'allais dire c'est double standard, mais je suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais en tout cas avec ces deux cultures qui sont peut-être un peu différentes, des questionnements qui peuvent se poser sur comment on gère sa propre vie sentimentale, comment on gère sa vie dans le monde et dans ce qui nous entoure. Je tiens à préciser que moi-même, je ne suis pas musulmane. Je tiens à être honnête sur le fait que je n'ai pas forcément énormément d'amis musulmanes qui m'auraient sensibilisée à ces questions-là. Donc avec Nina, on s'est préparé là-dessus. C'est important pour moi que Nina s'exprime elle-même sur ces questions-là, que cet épisode ne soit pas vecteur de clichés, d'amalgames ou d'images préconçues sur le fait d'être une femme féministe, de gauche et musulmane en France. Et donc là-dessus, j'espère qu'on fera pas de bêtises et que tout le monde se reconnaîtra. Je vous souhaite une très bonne écoute et bienvenue Nina, comment vas-tu ? Merci, je vais très bien. Merci de m'accueillir et merci pour ta bienveillance et d'anticiper aussi cette question de préjugés à laquelle on est souvent confronté quand on est musulmane, malheureusement. Pas évident, surtout pour les femmes. J'ai l'impression que, comme beaucoup de questions, finalement, c'est toujours sur les femmes qu'on tape en première. Bien sûr, surtout en ce moment, le contexte est vraiment particulier pour les musulmanes sur qui on tape à longueur de journée parce qu'elles portent le voile, parce qu'elles ne portent pas le voile, parce qu'elles vont mettre un crop top, voilà. Quoi qu'elles fassent, les femmes sont toujours dans le mauvais rôle. Voilà. C'est hallucinant parce qu'en fait, vraiment, peu importe le bord, peu importe la situation, c'est toujours les femmes qui sont tapées la première. Vraiment, sacré monde patriarcal, on adore. Comme pour tous les débuts d'épisodes, je vais te demander une première question. Est-ce que tu fais partie de la team des célibataires heureuses ou malheureuses ? Alors, je fais partie de la team des célibataires heureuses, mais hétéro-malheureuse, parce que je suis condamnée malheureusement à être hétéro dans un monde où vraiment c'est une tare. Littéralement une tare. Quand tu dis que c'est une tare, c'est-à-dire ? Eh ben parce que malheureusement je trouve, et je suis désolée pour notre ingénieur du son, mais je trouve vraiment que la gente masculine est médiocre. Elle est médiocre, elle est encouragée à l'être parce qu'on lui tolère beaucoup de choses. On lui tolère tout simplement d'être maltraitante, on lui tolère d'être ambitieux sans vraiment s'intéresser à sa famille, sans vraiment prendre soin des gens autour de soi. On leur autorise de se nier soi-même et de pas traiter leurs émotions. Enfin, on leur autorise tellement de choses. Je pense qu'on est nombreuses à avoir vécu des relations où on a accepté beaucoup de choses. Donc, en acceptant d'être hétéro, en couple avec des mecs médiocres, on les encourage quelque part à être médiocres. C'est la raison pour laquelle je me lance dans une quête du célibat, une sorte de retraite vraiment de la vie sentimentale et sexuelle. C'est vrai que dans ton témoignage, tu avais employé le terme retraite. Et c'est drôle parce que ça m'a marqué. Moi, c'est la question de se retirer de la vie sentimentale, de se retirer du dating. C'est une question presque de survie, finalement, pour moi, où la plupart de mes invités, dans les derniers témoignages, la plupart disent justement qu'elles n'ont plus envie de relationner. Mais ce terme de retraite, presque de retraite spirituelle, je m'autorise à ne plus laisser de temps et d'espace à des hommes hétérosexuels qui jouent avec ma sexualité, avec mes sentiments, avec ma fragilité. En fait, ouais, c'est un peu une retraite spirituelle. C'est la vérité. C'est clairement le cas parce que finalement, ce temps on se retrouve en fait libéré d'une charge mentale. On se retrouve libéré de plein d'injonctions. Je m'épile moins, donc ce temps-là, je le gagne et j'en fais autre chose. On est beaucoup moins dans le stress et l'angoisse du date, de pourquoi il me répond pas, pourquoi je suis ghostée. En fait, on est libre et libéré. Et du coup, on fait autre chose de sa vie, c'est-à-dire on se recentre sur soi et on se recentre sur des choses qui nous font du bien. Toi, ça fait combien de temps que tu as entamé cette démarche-là ? Alors, on va dire
pleinement 4 mois. Parce que j'ai eu une sorte de situationship avec un mec que je n'ai pas cherché en plus parce que j'ai supprimé les applications depuis un certain temps. Et justement, ce mec-là, c'est un ancien match de Hinge. Tu vois, le genre de match avec qui tu parles un certain temps, on se rajoute sur Instagram, on se parle et puis un jour il disparaît et qui regarde éternellement tes stories en fait. Ah bah celui-là, il est revenu 1 an plus tard et j'y croyais pas, donc il est revenu. Et je me suis dit, en plus je pensais à lui parce que il avait l'air super intéressant, je le trouvais super mignon, d'après ses photos en tout cas. On avait des conversations super intéressantes, il dégage une certaine sensibilité, un petit côté intello que j'aime bien parce qu'il écrit des textes, moi aussi j'écris, donc je me suis dit, bon, on va y aller même s'il m'a ghosté. Et puis il m'a sorti l'excuse de j'ai perdu mon père, ce qui est pas juste une excuse, c'est dramatique. Mais donc il avait une excuse. Donc je me suis dit, ok, je ghostais, mais je lui laisse le bénéfice du doute. Et donc, on est sortis ensemble, on va dire, pendant 4 mois. Mais je me suis rendu compte qu'il était, au bout de 4 mois, émotionnellement indisponible. Est-ce qu'on peut préciser, peut-être pour nos auditrices et nos auditeurs qui connaissent pas le terme, c'est quoi une situationship ? Alors, j'ai appris moi-même ce terme après l'avoir vécu. Une situationship, on va dire, c'est on peut le voir comme un dating qui n'en finit pas, ou une relation qui ne se déclare jamais. En fait, c'est un mec, ou une personne aussi, parce que je pense qu'il y a aussi des femmes qui sont aussi à l'origine d'une situationship. C'est quelqu'un qui n'a pas réglé ses propres traumas, qui se retrouve dans une situation d'indisponibilité émotionnelle, c'est-à-dire qu'il est pas en capacité de donner dans une relation, mais qu'il veut tirer de cette forme de relation qui n'est pas une relation de couple, un bénéfice, c'est-à-dire ne pas être seul, être accompagné, avoir accès à du sexe, avoir accès à de l'affection. Et donc, moi, j'étais dans la situation où j'étais avec ce mec qui était célibataire depuis 3 ans, mais j'ai fini par comprendre qu'il n'avait pas digéré sa rupture. Il n'avait pas digéré sa relation. C'était une relation de 9 ans. Il était vraiment fou amoureux de cette nana. Et en fait, ça s'est fini sans vraiment que les choses soient dites. Ça s'est fini très progressivement. Et il est persuadé qu'il est sorti de cette relation, qu'il a pris une sortie d'autoroute en douceur et qu'il n'a pas souffert. Et du coup, il n'a jamais vraiment fait le deuil de cette relation. Il parlait d'elle avec une forme de bienveillance, mais j'ai fini par comprendre que c'était pas juste de la bienveillance, c'était qu'il était toujours amoureux d'elle. Et c'est la raison pour laquelle on n'a jamais réussi à passer à la vitesse supérieure. Et il y avait énormément de red flags. Mais il y avait cette petite voix qui me dit « Ah, ce mec qui sort de nulle part, avec qui je partage tellement de choses. » Je voyais vraiment le potentiel. Et je taisais cette petite voix dans ma tête parce que je voulais que ça marche. C'est intéressant que tu emploies le terme potentiel parce que j'ai l'impression autour de moi que beaucoup de gens, dans leur relation, se concentrent davantage sur le potentiel d'une relation que sur ce qu'ils vivent à l'instant présent. Oui, mais cette personne, dans le futur, en avançant, en travaillant sur ses traumas, avec un peu de temps, un peu de patience, un peu d'écoute, va avancer, va changer. Je dis changer, on ne demande pas aux gens de changer, mais en tout cas, va évoluer vers quelque chose de plus serein, de plus apaisé. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je constate. Alors, étrangement, j'allais te dire majoritairement dans les relations de mes amis femmes, mais je constate aussi ça dans les relations de mes amis hommes, comme si on nous avait tellement inculqué que l'amour n'est pas naturel, mais le résultat d'un effort, d'un travail, que c'est normal de travailler et d'être patiente. Sauf que moi, tu vois, quand je fais le bilan de la relation qui a été le plus importante pour moi, ça a été d'une évidence folle. Il n'y avait pas de travail, il y avait des conflits des fois. Mais c'était simple, j'étais pas dans un potentiel, j'étais pleinement heureuse de ce qu'on avait à s'offrir à cet instant présent. Et ça me trouble énormément ce que tu dis parce que même moi, quand je réfléchis aux relations que je voudrais, j'évalue le potentiel de ce que je voudrais et pas de là ce qu'il y a tout de suite pour moi. Je pense qu'il faudrait peut-être un peu plus éclaircir qu'est-ce qui était problématique pour toi dans cette situationship, parce que tu nous expliques qu'alors il n'est pas disponible émotionnellement, mais du coup ça se traduit comment ? Qu'est-ce qui fait entendre que c'est pas une relation de couple, mais que c'est quand même une relation ? Il y avait beaucoup de signaux de sa part déjà. Le fait que, par exemple, je me suis rendu compte avec le temps que je savais toujours, quand je débarquais chez lui, l'heure à laquelle j'allais partir, parce qu'il me le faisait comprendre, d'une certaine façon. J'ai un déj demain à 13h, et c'était toujours le même schéma qui se répétait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de place à l'imprévu, il n'y avait pas de place au lâcher-prise, à la spontanéité.
aussi le fait qu'il n'y avait pas d'évolution dans le langage. Et puis le gros red flag, et ça parce que je me suis dit, c'est le moment de me déconstruire sur les textos, vas-y, c'est pas grave s'il met 2-3 jours à me répondre. Ouais. Vraiment, non mais ça, c'est bête parce qu'avant j'étais plutôt du genre à mettre la pression. Tu m'as lâché un vu. Là, je me suis dit, alors, comme j'ai entamé un travail sur moi, et je me suis dit, bon, on va passer à l'étape d'après. Je vais accepter de plutôt valoriser les moments qu'on passe ensemble plutôt que le texto, parce qu'on n'est pas tous texto. Ouais. Donc, je l'autorisais à me répondre au bout de 2-3 jours. Et mes potes me disaient, mais attends, mais t'es folle, enfin, c'est pas normal. Non, mais nous, c'est différent entre nous. Moi aussi, en fait, on s'envoie que des pavés, donc je comprends qu'il ait besoin de temps pour m'écrire un message de qualité. Je racontais des histoires, c'est clairement cette histoire de potentiel là qui m'a bousillé le cerveau. C'est drôle ce truc de texto parce que, tu vois, moi, ça me fait penser au fait qu'il y a plein de choses, un peu comme nous tous, tu vois, pour moi, les textos, c'est important, c'est de la communication et de l'affection verbale un petit peu au quotidien dans ma poche. Mais on nous a tellement dit qu'il faut nous déconstruire sur les attentes, sur ci, sur ça, sur le fait de pas être trop l'un sur l'autre et laisse de ses espaces à l'autre, que finalement, on se fait bouffer par ce piège de se dire, oh, bon, il m'écrit une fois par semaine. Finalement, c'est ça la liberté aussi. C'est tellement ça. Quelle arnaque! Faut se déconstruire, mais pas trop, parce qu'au bout d'un moment, il n'y a plus rien qui tient, donc faut faire attention aussi. Toi, il y a un truc que j'ai senti dans ton témoignage, c'est que j'ai senti déjà beaucoup de douceur. J'ai senti un truc hyper doux, hyper honnête, assez sensible, et j'ai senti que t'étais hyper romantique. Il n'y avait pas de haine vis-à-vis des hommes dans ton témoignage. Il y avait un ras-le-bol, il y avait un questionnement de pourquoi encore fréquenter les hommes, mais c'est pas animé par de la colère. Je pense que t'es pas animé par ça, toi. Non, la preuve, c'est que même en ayant vécu des relations très problématiques et des situations très problématiques, je garde quand même un lien avec ces mecs. C'est-à-dire qu'on se parle parfois, on va aller boire un verre. Je pense que quand on a aimé, j'ai du mal à considérer, à imaginer une seconde que je puisse transformer tout cet amour en haine. Mais toutefois, je pense que c'est bien quand même de se rappeler à chaque fois pourquoi cette situation était problématique, cette relation était problématique, pour ne pas tomber dans le même problème, parce que il y a toujours le piège aussi de revoir son ex et de finir par tomber à nouveau dans le piège. Ça, oui. Donc il faut toujours se rappeler pourquoi c'est un connard, et je vais quand même dire connard même s'il y a de la douceur et de l'affection. Donc voilà, effectivement, je pense que je peux basculer dans une forme de misandrie quand je dis que les hommes sont médiocres, mais finalement, je le dis même pour leur bien, parce qu'ils vont y gagner en fait à juste vouloir se faire du bien, à vouloir aller voir un psy, à faire un travail sur soi. Moi, ce travail-là que j'ai fait sur moi ces dernières années, c'est finalement moi qui en bénéficie avant toute chose. Et je pense qu'un jour, si je suis dans une relation, que même si en me refusant au dating et aux relations, ça me tombe dessus, je pense que je ferai du bien à la personne qui sera avec moi. Ouais. Mais d'abord, c'est moi qui en bénéficie. Donc les mecs, faites-vous du bien, travaillez sur vous, pleurez un coup, arrêtez de vous mentir, ça vous fera du bien vous aussi, croyez-moi. Mais les meufs aussi, arrêtez de vous mentir les oulettes. Parce que moi j'en vois des copines et tout qui se mentent beaucoup. Eh, venez, on est toutes honnêtes et honnêtes avec soi-même, mais c'est pas évident. Hein. C'est douloureux au début surtout. Ouais, ça c'est vrai. Toi, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, c'est quoi ton passé amoureux? Donc, tu as eu 3 grandes histoires d'amour qui se sont finies. Tu m'as témoigné que d'une certaine part, ça t'avait quand même bien amoché, ces histoires d'amour. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Je vais remonter jusqu'au début, parce que comme tu l'as dit en introduction, je suis musulmane, je suis née et j'ai grandi dans un pays du Maghreb. Je suis arrivée en France à 18 ans. Ma famille ne vit pas ici, ne vit pas en France. Et je suis arrivée en étant vierge et en voulant rester vierge. J'avais envie de me marier, je rêvais de la nuit de noces, parce que c'est ce qu'on m'a inculqué. Parce que j'ai aussi vu mes parents qui ont eu une histoire d'amour, mais dans leur culture, dans leur milieu d'origine, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vécu à l'étranger, ils connaissent peu de choses de l'Occident. Et donc, moi, j'avais envie de vivre la même chose, j'avais envie d'une belle histoire d'amour. Ma mère s'est mariée à 21 ans, elle était amoureuse. Mes parents ne montraient pas vraiment l'affection parce qu'il y a une forme de pudeur dans les cultures maghrébines, mais j'étais convaincue de la pureté et de la sincérité de leur amour. Donc, je rêvais de ça. Et donc, j'arrive en France. Je précise juste que quand j'étais dans mon pays d'origine,
Je n'ai jamais eu de relation avant, c'est-à-dire j'étais plutôt une élève studieuse et j'ai aussi un petit peu souffert, ce qui est vraiment très étrange, j'ai souffert de racisme dans mon pays d'origine parce que j'étais un peu plus mate de peau que la moyenne. Je baignais dans un milieu bourgeois où le canon de beauté c'était la blancheur, voilà, c'est des résidus du colonialisme on va dire. Et donc je me suis un peu sentie rejetée par les mecs là-bas, sans vraiment être attirée non plus par eux. Du coup, quand j'arrive en France, je découvre... Bon, il y avait des blancs avec nous au lycée. Moi, j'étais dans un lycée français. Mais quand j'arrive en France, je découvre l'homme blanc. Et en fait, je n'ai eu que des histoires avec des hommes blancs, donc non musulmans. Et donc, j'arrive avec ce fardeau qui est la virginité. Mais au début, je le percevais pas comme un fardeau. Pour moi, c'était un honneur, quelque chose que je dois protéger parce que c'est ce qu'on m'a inculqué. Et en fait, j'ai eu un déclic, mais qui n'est pas du tout lié à ma vie ici en France, qui est lié à ma famille, ma sœur, qui s'est préservée jusqu'à ses 29 ans pour se marier avec un homme. C'était un mariage qu'elle a choisi, c'est-à-dire qu'on l'a pas forcé. Il y a une pression sociale, il y a une pression familiale que je subis aussi aujourd'hui. Mais elle l'a fait de son plein gré. Et j'ai toujours cette image, quand je les voyais tous les deux le jour de leur mariage, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent ensemble ? Et ça n'a pas loupé. Ils ont divorcé moins d'1 an après. Et c'était un tocard, vraiment un tocard. Quand tu dis qu'est-ce qu'ils foutent ensemble, c'est-à-dire, c'est quoi que tu as perçu ? J'ai perçu, c'est une sorte de contrat social pour cocher une case. Ils étaient amis à la base et c'est comme ça qu'ils ont fini par entamer une relation. Mais je ne sentais ni une forme d'amour, ni une forme de partenariat. Enfin, je les voyais mal construire une famille. Et j'ai eu le flair parce que ça n'a pas tenu longtemps. Et puis... c'était un homme qui avait l'air plutôt ouvert d'esprit. Et puis, une fois qu'ils se sont mariés, il a un peu révélé son vrai visage, le mec un peu possessif, etc. Un peu le cliché qu'on peut avoir, malheureusement, sur les hommes arabes. Je précise juste que ce qu'on peut reprocher aux hommes arabes, on le trouve très bien chez les hommes blancs. C'est juste qu'on fait un focus sur les hommes arabes par racisme, en fait. Tu penses à quoi quand tu dis ça ? Je pense qu'il y a des hommes blancs qui interdisent à leur nana de sortir avec une certaine tenue. Donc, pourquoi ça devient tout de suite problématique quand c'est un homme arabe, mais quand c'est un homme blanc, on va dire oui, il est un peu chiant, quoi. Il est un peu relou, il est un peu possessif. C'est vrai. Voilà. Donc, je souhaite vraiment souligner ce point. Et ensuite, pour revenir à l'histoire de l'ex de ma sœur, petit à petit, il s'est lâché, il est devenu vraiment le digne représentant du patriarcat oppressif qui lui faisait des réflexions dès qu'elle se faisait ses ongles, dès qu'elle dépensait pour se faire du bien. Et la phrase de trop, ça a été « tu fais pas le couscous comme ma mère ». Vraiment, c'est parti de là. En fait, elle est invraisemblable cette phrase, tellement elle est cliché. Mais vraiment, j'étais sur le cul quand elle m'a dit « mais c'était la phrase de trop ». Et du coup, sa réaction était disproportionnée de dire « je demande le divorce parce que tu m'as dit que mon couscous n'était pas comme celui de ta mère ». Mais il y avait toute l'accumulation derrière qui l'a poussé à bout. Et donc, ils se sont séparés, ils ont divorcé. Le divorce est un peu mal vu dans nos sociétés, mais ma famille, pour le coup, ils l'ont soutenu, tout s'est bien passé. Et je vais donner un petit coup d'accélérateur spatio-temporel. Après ça, elle a eu 3 autres mariages qui ont échoué aussi. Donc 4 mariages en tout, avec que des hommes arabes. Donc moi, j'assiste à ça. On a 11 ans de différence d'âge avec ma sœur. Donc moi, j'étais à ce moment-là, j'avais 18-19 ans. Je vois ça. Je me dis, mais en fait, elle a préservé sa virginité pour ça, tout ça, pour ça. Et là, c'est le moment où j'ai eu un déclic. Je me suis dit, mais déjà, c'est quoi ce truc-là ? Je suis allée chercher sur Google, Imen. J'ai fait des recherches, mais vraiment d'un point de vue juste médical, physique. Je veux comprendre ce que c'est. Et là, je le déconstruis toute seule, dans mon coin. Je n'étais pas encore féministe. Et le jour où je l'ai désacralisé, je me suis dit, maintenant, j'en fais ce que je veux. C'est mon corps, je sais ce que c'est. Ce n'est plus ce truc-là. C'est ma mère qui m'en a parlé quand j'étais au collège. Elle me dit, oui, c'est vraiment ce que tu as de plus sacré, il faut le préserver. Et là, je me suis dit, non, c'est des bobards. Et c'est surtout pas pour un homme que je vais donner ce truc-là. Donc, j'avais pas envie de l'offrir à un homme. En tout cas, un homme qui pourrait être mon mari. J'avais pas envie de me préserver. Donc, je me suis dit, c'est bon, on arrête avec la virginité. Et donc, j'ai eu mon premier mec, un mec dont j'étais pas amoureuse. Et je me suis dit, c'est l'occasion parfaite de m'en débarrasser, de me débarrasser de ce fardeau, parce que bon, il y avait du respect. J'étais pas amoureuse. Je voulais justement être aux antipodes de ce que j'avais imaginé comme étant ma nuit de noces. Donc, il fallait vraiment que ce soit avec un bolos. Je suis désolée, c'était le cas. Parce qu'il a fini par me ghoster, pas après qu'on ait couché ensemble, mais
Après 2-3 mois de relation, il a disparu. Gros trauma sur le ghosting, d'ailleurs. C'est un de mes triggers. Et c'est la raison pour laquelle j'ai eu beaucoup de mal avec les applis. Parce que commencer sa vie sentimentale avec un mec qui te ghost au bout de 4 mois de relation, c'est terrible. Il y a une question qui me vient avec toute la maladresse du monde. Toi, tu as tout ce truc où tu essayes de te déconstruire par rapport à ce qu'on t'a inculqué dans ton éducation, de se préserver, etc. Tu finis par trouver cette nouvelle réponse qui t'est propre au travers de tes déconstructions. Au moment où tu passes à l'acte, comment tu te sens? Est-ce qu'il y a quand même une culpabilité ou quelque chose? Je te pose ça parce que je pense que peu importe notre origine, etc., en tant que femme, on nous a mis le poids de beaucoup de culpabilité sur plein de choses pour qu'on évite de faire des choses. Et même quand on est éduqué, qu'on fait tout, quand on va à l'encontre de ces choses-là, il y a quand même un petit poids de culpabilité. Oui, le lendemain, je me suis dit, j'ai eu cette petite phrase, ça y est, t'es une femme. Je vois très bien. Mais c'est une phrase, mais qui vient pas de nous. Ouais. C'est juste qu'on l'a toujours entendue, donc on se le dit à soi-même. Après coup, j'ai pas culpabilisé. J'en avais envie, je désirais cet homme, donc je l'ai fait. Je n'ai pas regretté. Par contre, la première fois que j'ai vu mes parents, c'était quelques mois après. Ouais. Je me suis dit, ça se voit. C'est pas possible. Ils vont cramer. Donc voilà, c'était plutôt une réaction en différé. Est-ce qu'ils ont Je me suis sentie sale. Bah non, parce que mon hymen n'est pas sur mon front a priori, donc ils l'ont pas vu. Mais c'est vraiment, voilà, c'est dans la tête. C'est seulement dans la tête. C'est drôle parce que vraiment, je me rappelle moi, de ma première fois où en effet, je suis sortie le lendemain et j'avais l'impression que j'étais lumineuse, que c'était marqué sur mon visage que j'étais une femme et que je l'avais fait. Mais pas du tout. T'avais quel âge du coup à ce moment-là? Je crois que j'avais 19 ou 20 ans. Ok. Voilà. T'arrivais quand même à en parler avec ton cercle de copines autour de toi? Pas toutes. Parce que il y a mes amis de mon pays d'origine dont une partie sont restées un petit peu sur la voie de la virginité et du mariage, qui se sont d'ailleurs toutes mariées. À celle-là, je pouvais pas l'avouer parce que je sais très bien ce qu'elles en pensent, parce que je l'ai pensé aussi dans le passé. Je ne jugeais pas mes amies blanches qui faisaient l'amour, qui avaient une sexualité, parce que j'estimais que ça faisait partie de leur culture. Mais j'avais tendance moi-même à juger les musulmanes, les arabes, qui faisaient l'amour avant le mariage. C'est parce que c'était une transgression de l'interdit, c'était être une mauvaise musulmane, c'était se dévaloriser. Et donc, c'est horrible. Enfin, c'est la première fois que je parle de ce que je pensais dans le passé. D'ailleurs, je suis un peu choquée de moi-même d'avoir pensé ça. Mais c'était parce que c'était un logiciel. J'étais conditionnée à penser comme ça. Du coup, j'en ai pas parlé à ces amis-là. En revanche, les filles qui, comme moi, se posaient ces questions, et qui avaient les mêmes origines que moi, la même religion que moi, c'était très facile de leur en parler. D'ailleurs, on était toutes en train de se poser la même question au même moment. Du coup, je sais pas ce que j'attends encore à me coucher avec lui. Je sais pas, je suis perdue, on fait comment, je sais plus. Enfin, c'était trop drôle. Et ensuite, les blanches, elles étaient là, oui, cool ta vie. Enfin, je comprends pas. En fait, on fait tout un pataquès. Ça me lance une interrogation autour de l'éducation sexuelle. Moi, je pense que c'est en ce moment surtout qu'il y a beaucoup toutes ces questions-là. Oh, pitié, n'éduquons pas les enfants à la sexualité, etc. Mais du coup, comment on construit et comment on appréhende sa vie sexuelle, justement, si on n'a pas eu de famille pour nous parler de ces choses-là, si c'est un sujet si tabou au point qu'on l'évoque pas du tout. Toi, comment justement t'as pu appréhender ta vie de jeune femme, de célibataire qui, entre guillemets, cherche l'amour, et du coup, quand même dans une quête du plaisir aussi, parce que c'est quand même ça, la sexualité à la base. Oui, tout à fait. En fait, c'est arrivé très tardivement dans ma vie. Il faut savoir qu'avant, j'ai pas eu la moindre manifestation de désir. Donc, pour vous dire, je me suis même jamais touchée. Attends. Avant. C'est-à-dire pas du tout. Jamais. Avant d'arriver en France, t'avais jamais ressenti de désir? Avant mon premier mec qui m'a touchée, c'est parce qu'il m'a touchée qu'après, je suis allée me toucher en me disant, mais où est-ce qu'il a pu mettre son doigt? Comment il sait où est-ce qu'il met son doigt? Parce que je ne connaissais pas mon propre corps, en fait. Le seul moment où j'ai eu une interaction qui impliquait de la sexualité, c'était du touche-pipi avec la fille des voisins. Quand j'avais 5 ans. Voilà, c'est tout. Et je me suis même jamais frottée à une peluche. Enfin, tout ça, je savais pas ce que c'était. J'ignorais le plaisir. Je savais pas que ça existait, qu'il y avait un bouton magique. J'ai découvert très tardivement. Et du coup, en fait, la première fois que mon premier mec m'a touchée, première chose que je fais en rentrant chez moi, je m'allonge, je prends un miroir,
j'avais jamais vu de film porno, je ne savais rien sur le sexe. C'était pour moi obscur. Donc en fait, c'était une chance pour moi parce que finalement, je n'avais pas, j'étais pas conditionnée par le porno, je n'avais pas d'attente. Et du coup, quand je vois mon vagin, enfin, quand je vois ma chatte, quoi, j'étais là, mais je savais pas si elle était belle ou moche, elle était là, donc je l'ai acceptée. Donc finalement, j'ai un rapport plutôt apaisé à la sexualité qui vient de ça, en fait. Moi, je le considère comme une chance. Et après, je commençais à me toucher, mais de façon très clinique. C'était pas, je ne me masturbais pas, je m'auscultais. Donc, et là, je découvre le clitoris, quoi. C'était une belle rencontre et merci d'exister. On t'aime le clito, reste avec nous, babe. Putain, c'est hyper... Enfin, vraiment, je te remercie pour ta transparence parce que je trouve que tu dis les choses de manière très claire et assez passionnante. De mon point, quand tu dis exprimer, ne pas avoir ressenti de désir avant que quelqu'un te touche, c'est presque une dimension parallèle. Parce que nous, en tout cas, tu vois, en tant que Française qui grandit en France, dans des familles françaises, on est vachement sujette à des images de la sexualité, de l'amour aussi, au sens large de c'est quoi aimer quelqu'un, de globalement que des relations hétérosexuelles, un homme, une femme, hein, on n'a pas d'autres champs de vision. Et donc c'est vrai que finalement, là, ce que tu me dis, je trouve en effet ça presque mieux de pas avoir eu cette image chez ta tante. Enfin, moi, tu vois, je me rappelle, j'avais vu que des films où les femmes, quand elles jouissent, il n'y a pas de préliminaire, entre guillemets, il y a rien, juste le mec qui est sur lui, ils font des souffles très forts, et elle hurle comme si elle sortait de son corps. Et encore aujourd'hui, à 35 ans, je me dis, mais pourquoi ma sexualité ne ressemble pas à ça? Et je pense que je serais toujours un peu fuckée par cette image de la sexualité que j'ai eue. Donc finalement, je me dis... est-ce que la bonne vérité, la bonne pratique, elle se situe pas, tu vois, entre nos deux éducations autour de ça, Oui, quoi. un peu d'éducation sexuelle et un peu de, on va dire, de virginité, entre guillemets, au sens vraiment figuré, dans le sens où ne pas avoir d'attente et de pas avoir ces images. Moi, je pense que c'est surtout les images. J'imagine que t'as regardé du porno. Ne sois pas gênée, j'en ai regardé cette Oui, semaine. mais avant ta première fois, c'est ça que je veux dire, avant ta première fois. Donc peut-être que t'avais des... Waouh, alors j'en ai regardé, mais je pense que ça va être le cas de beaucoup de monde qui nous écoute. Moi, je me rappelle que c'était... on sortait de l'école, on allait chez un copain, on était avec 2 copines, 2 copains, et d'un coup, il a lancé un porno, et moi, je me rappelle avoir été ultra choquée de ce que je voyais. Et peut-être que je parlais fort, je sais pas, et il y en avait un qui m'avait dit « Oh, mais arrête, on dirait que c'est toi qui es en train de te faire baiser, arrête de crier comme ça. » Enfin, ça a été vraiment traumatique. Et du coup, maintenant, je tiens à dire que je suis plutôt silencieuse dans mes relations sexuelles parce que je suis vraiment effrayée d'être ridicule en faisant du bruit. Mais du coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, moi, du coup, comme j'avais pas d'imaginaire porno, j'imagine que beaucoup font l'amour, je sais pas, en colo, du coup, ils sont cachés quelque part, donc Ouais. il y a pas, on lâche pas prise et on fait attention à pas faire de bruit. Ben, moi, du coup, au début, j'étais bruyante et ils pensaient que j'avais regardé du porno parce que je m'exprimais, parce que moi, je suis plutôt sensible et du coup, je ressens du plaisir et tout, donc... Quand on n'a pas d'idée préconçue de la sexualité, on la vit parce qu'on sait pas ce que c'est, on découvre et on kiffe et on se laisse guider, quoi. Et du coup, ça avait l'air pas naturel pour eux parce qu'ils sont habitués peut-être à des gens à des nanas qui se censurent. Putain, c'est drôle parce que je sais pas, quand j'en parle avec mes copines me disent qu'elles, non, elles aiment bien crier et tout. Quand j'entends des gens baiser dans mon immeuble, de toute évidence, tout le monde est plutôt bruyant. Mon ancien voisin, vraiment, tu me manques pas. Connard. Tout le monde sait cette histoire. Enfin, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Toi, il y a un truc, revenons à cette histoire, je sais pas si c'est le bon terme, mais du coup, donc, tu découvres ta vie sexuelle et tout, et tu m'exprimes, donc tu nous expliques que tu n'es sorti qu'avec des hommes blancs, non musulmans. À quoi c'est dû justement par rapport à ce que ta sœur a vécu, par rapport à un rejet, parce qu'il y a beaucoup ça, hein, chez beaucoup de personnes racisées, chez les hommes noirs, on en parle beaucoup, hein, qui veulent absolument... ne faisons pas de généralité, soyons tout doux. Je parle avec mes mots et toute la maladresse du monde, mais c'est un vrai sujet dont les femmes noires parlent, que les hommes noirs sont plus valorisés en sortant avec des femmes blanches qu'avec des femmes noires. C'est pas mon avis, c'est ce que j'ai écouté, j'ai peut-être pas raison, je sais pas. Mais du coup, toi, quand tu m'exprimes n'être sorti qu'avec des hommes blancs, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là? Alors, en fait, c'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange... je pense qu'il y a des choses aussi, des résidus du colonialisme. Il y a Frantz Fanon qui parle beaucoup de la détestation de soi.
et qui parle aussi du sentiment de validation. Donc je pense qu'il y a quelque chose, il y a un peu de ça, je pense. En plus, je vais souvent vers des blancs un peu bourgeois, un petit peu BCBG. Donc je pense que mon inconscient m'envoie un message, clairement. Il y a une volonté de validation, mais je pense aussi, j'avais un rejet vis-à-vis des Arabes du fait de l'histoire de ma sœur. Le passif de ma sœur m'a traumatisée, vraiment. Je me dis, mais même quand ils ont l'air cool, en fait, ça reste quand même des mecs, on va dire, possessifs, des mecs un peu, complètement misogynes d'ailleurs. Donc j'avais peur de ça. Et je pense aussi que j'ai toujours été en décalage par rapport à ma famille. J'ai une histoire familiale qui fait que j'ai grandi dans un milieu bourgeois sans vraiment appartenir à la bourgeoisie. En tout cas, je ne m'identifiais pas à la bourgeoisie maghrébine de mon milieu d'origine. Le fait de ne pas avoir de sentiment d'appartenance fait que quand je suis arrivée ici, j'étais pas dans l'optique de me dire je vais rentrer au pays un jour et je vais me marier. Enfin, le jour où je suis arrivée ici, je me suis très facilement intégrée et je me suis projetée facilement ici parce que pour moi ici c'était une page blanche et j'avais toute ma vie à écrire. Je me suis dit on va tester des choses et donc je me suis laissée porter par mon attirance pour toujours le même type de mec d'ailleurs, des blancs barbus typés méditerranéens. Vraiment. Et du coup, maintenant, j'ai un peu développé un trauma où maintenant je les fuis parce que même s'ils m'attirent, vraiment, c'est pour ça aussi que je suis coincée. Parce que je ne suis attirée que par ce type d'homme et qui n'augure pour moi plus rien de bon parce que j'ai donné et j'ai été un peu, traumatisée. Ils augurent de quoi, ces types d'hommes, pour toi? Alors, en fait, on va dire que moi, j'ai toujours été attirée par les mecs bien. Les mecs, en tout cas, le gendre idéal. Tu vois, j'ai jamais été attirée par les bad boys. Dès que je sentais le moindre truc toxique, je me barrais en courant. Et là, en fait, c'est des mecs bien. En plus, qui assument leur part de féminité, qui sont sensibles, donc avec des conversations intéressantes. Ils s'intéressent à plein de choses, ils sont à l'écoute. Et du coup, tu te dis, ouais, c'est bon, c'est un mec bien. Et là, tu sors avec lui et tu découvres petit à petit des choses problématiques, des relents de misogynie. Moi, mon ex avec qui je suis restée 5 ans, c'était quelqu'un qui a vraiment un vrai problème de misogynie. C'est-à-dire, parfois, il jugeait des amis à moi qui ont plein d'aventures avec des mecs différents. Il va me dire, oui, elle, c'est une pute. Et en fait, tout ça pour dire que je pense que comme je me suis jamais projetée dans la vie, je me suis pas projetée dans ma famille, dans mon pays d'origine, je me suis dit, foutu pour foutu, on va vivre les choses intensément. Et je pense qu'il y a quelque chose dans mon cerveau qui s'est débloqué en arrivant en France, c'est je ne m'interdisais plus rien. C'est-à-dire que quand je rencontre, du coup, mon premier mec officiel, l'autre c'était un tocard avec qui je suis restée 4 mois, qui m'a ghosté, donc génial. Mais là, c'était mon premier amour. C'est vraiment la première fois que j'entame une relation avec quelqu'un pour qui je finis par développer des sentiments. On est restés ensemble quasiment 1 an. Et il m'a quittée parce que j'étais musulmane. Et donc lui, c'est lui qui était juif. Juif, ouais. C'était une belle histoire d'amour, mais avec du recul et avec la déconstruction, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi pas mal de choses qui étaient problématiques dans cette relation. Donc c'est pour ça que je dis, c'était un mec bien, mais par exemple, le mec, on est en train de dormir et il se met à me toucher alors que je dors et il commence un petit peu à faire des choses, quoi. Donc c'est un peu problématique. Quand je lui dis arrête, il continue. Enfin, ces choses-là où on se dit c'est un mec bien et même un mec bien est capable de faire ces choses-là. Et c'est pour ça que faut qu'on le répète et on le répétera jamais assez. Not all men, on arrête, quoi. Je suis d'accord avec toi. C'est sûr que le standard de l'homme bien, il est très très bas. Il est très très bas. Un homme qui ne frappe pas sa femme, c'est un homme bien. Un homme qui ne viole pas sa femme, c'est un homme bien. Un homme qui n'insulte pas les femmes dans la rue, c'est un homme bien. Waouh, le standard, il est bien bas. Alors que quand il s'agit des femmes, une femme bien, c'est une femme qui ne sait pas donner à trop d'hommes. Plus d'un, c'est déjà un peu trop. C'est une femme qui n'a pas trop d'ambition, qui est belle mais pas trop belle, grosse mais pas trop grosse, qui voilà, c'est trop, mais il faut être mais pas trop. C'est vraiment ça pour être une femme bien, quoi. Donc c'est vraiment le standard de l'homme bien. Enfin, des fois j'en parle avec mes copines, elles me disent ah non mais c'est pas grave ce qu'il a fait, c'est un mec bien.
Bon, enfin, il t'a quand même dit que tu sentais mauvais, quoi. Sur cette base-là, non, je trouve pas que c'est un homme bien. Je le dirais pas à mes amis, moi. Donc, pourquoi, pour un homme, c'est ok. Pourquoi ce serait bien, quoi. Exactement. Je vous déteste. Eux, c'est les pires parce que justement, ils nous envoient cette illusion et ce potentiel dont on parlait. Ces hommes bien, je trouve, c'est vraiment le piège. Ouais. Donc, moi, la prochaine fois, je dirais, t'es un mec pas bien jusqu'à preuve du contraire. Putain, c'est tellement ça, parce que je suis comme toi, je suis pas du tout attirée par les bad boys et tout. Ça n'a jamais été mon truc. Moi, j'aime les petits gars bien propres, qui portent le petit jean coupe droite, qui font leur petite lessive, qui ont des chaussettes pareillées. Enfin, tu vois, j'aime le petit mec propre, qui a son petit emploi du temps, son petit travail, et c'est les pires. C'est les pires parce qu'en fait, ils te donnent l'illusion pendant quelques temps, pendant le début, le temps qu'ils te pêchent, qu'ils sont doux, qu'ils sont là, qu'ils prennent soin de toi. Puis des fois, ça dure 1 mois, 2 mois, puis des fois, ça dure 2 jours. Enfin, tu vois, c'est variable. Mais on te dit toujours, tu vois, quand moi, j'entends des masculinistes qui parlent des femmes célibataires à mon âge, donc à 35 ans. Moi, ça fait 5 ans que je suis célibataire. J'entends toujours, bah oui, hein, mais c'était ça aussi de choisir les mauvais mecs toute sa vie quand tu étais fraîche. Ah non, j'ai choisi les bons mecs. J'ai choisi ceux qu'on m'a dit que c'était les bons. Et résultat, je suis au même point. Donc en fait, non, arrêtez de mettre ça aussi sur ma culpabilité. Merci. Je vous déteste. Merci de dire les termes. Toi, il y a eu... c'est drôle parce que du coup, dans ce trio des amours, voilà, il y a l'homme juif, il y a différents profils et vient l'homme de droite. Oui, l'homme de droite. Oui, l'homme de droite. Donc, en fait, l'homme de droite, il est arrivé après l'artiste. Le trio gagnant. Avec qui j'étais restée 5 ans. Et c'était une relation, j'ai passé assez rapidement dessus. C'était une relation vraiment où je me suis sentie dévalorisée avec le temps. On vivait ensemble. C'était là où j'ai découvert la charge mentale. J'étais sa maman. Dès que je faisais un truc pour moi, j'étais égoïste. Il m'a dit des trucs très, très choquants sur mon physique. Et en plus, il me désirait plus au bout d'un moment et je le vivais très mal. Bref. Donc, je sors de cette relation. C'était un désert sexuel, c'est-à-dire que vraiment, en étant célibataire depuis un certain temps, je n'ai pas encore battu mon record de passage, de traversée du désert sexuel, quoi. C'est-à-dire que ce mec ne me désirait pas. Et en fait, il m'a fini par m'expliquer après coup qu'il est plutôt du genre à désirer au début et qu'il avait du mal à associer le sexe avec l'amour. C'était une découverte au bout de 3-4 ans de relation et voilà, c'était un Moi, choc. j'ai une théorie qui peut-être ne sera pas validée par l'ensemble des auditrices et des gens dans cette pièce, mais je pense que les hommes qui pensent comme ça sont des hommes gays qui n'arrivent pas à s'assumer. Non, mais je le pense sincèrement. Et je dis les hommes, mais je pense que ça peut concerner aussi les femmes. Hein. Avoir un besoin permanent de nouveautés, de nouvelles rencontres, de nouvelles situations pour se sentir attiré physiquement par la personne avec qui on est en couple, dans ce cas-là hétérosexuel, donc par une femme, ça démontre quand même qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas pleinement assumé. C'est une théorie très intéressante. Voilà, et moi après je crois aussi que tout le monde est pansexuel, mais que tout le monde n'arrive pas à l'assumer. Je pense que l'hétérosexualité n'existe pas. Et que tout ça est très variable, mais qu'il y a des gens aussi qui sont plus attirés par le sexe similaire et qui serait temps de l'assumer, messieurs. Ça leur ferait du bien. Ouais. Et du coup, après cette traversée du désert sexuel, donc je sors de cette relation abîmée. En plus, c'était un moment compliqué de ma vie. J'ai repris les études. Financièrement, je venais de me séparer avec mon ex. Je me retrouvais avec un appart à payer le double du loyer toute seule, en étant précaire parce que je n'avais plus de salaire. Enfin, c'était compliqué. Et donc, arrive ce jeune homme, très charmant, qui n'est pas d'ailleurs mon style du tout physiquement. C'est un blond aux yeux bleus. J'ai vraiment eu le coup de foudre pour lui. C'est-à-dire que la première fois que je l'ai rencontré, j'étais encore en couple. On était vers la fin. Je le vois, j'ai un coup de chaud, il me trouble. Et en plus, c'était réciproque. Je voyais qu'on avait des échanges de regards. Et moi, ce truc-là, j'ai toujours trouvé que c'était un peu surfait. Mais quand on le vit, on se dit « Waouh, purée, c'est ça !» Ouais. Donc, voilà, je suis troublée. Mais du coup, je parle de lui à mon ex. Je dis « Ah, j'ai rencontré un mec de droite. C'est pas possible d'être de droite quand on est jeune, quand on a la trentaine, quand on vit à Paris, quand on vit dans le 10e arrondissement. C'est pas possible. » Et j'étais obsédée par lui. Il m'ajoute sur Instagram. Il s'est rien passé. Hein. J'allais regarder s'il a vu ma story. Enfin, j'étais obsédée par lui alors qu'il ne s'est rien passé. Et donc, arrive le moment avec mon ex, on décide de faire un break.
parce qu'on était persuadés qu'on allait pouvoir sauver ce couple. Là, direct, je pense à ce mec-là et je me dis, il faut absolument qu'on se revoie. Donc, ça arrivait à ce moment-là vers la période d'Halloween. Donc, je fais une soirée Halloween chez moi. Et je découvre, quand il débarque chez moi, qu'il a une copine parce que un pote à lui me dit oui, il est pas venu avec sa copine et tout. Donc je me suis dit, merde. Et du coup, toute la soirée, il y a une tension sexuelle, vraiment. On se regarde, on se parle, on rigole. Et là, j'ai un ami à moi qui m'envoie un texto. Il va me dire, mais vous allez finir ensemble ou quoi là, c'est quoi ce délire? Et du coup, il restait chez moi jusqu'au bout de la soirée. Donc, il y avait plus personne. Et on continue à discuter et on parle un peu politique et tout, donc vraiment des opinions. Le dur. Ouais, c'est dur. Et à un moment donné, je me braque et tout. Et il change de sujet. On était assis tous les deux sur le canapé. Et il repose son verre et il y a son doigt qui frôle mon genou. Et je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais on s'est tous les deux jetés dessus d'un coup. Genre vraiment, on a passé 20 minutes tout seuls dans la même pièce. Et pour te dire à quel point il y avait vraiment une attirance sexuelle folle. D'après ce qu'il dit, c'était la première fois qu'il trompait sa nana. Et en plus, moi qui revendique d'avoir des valeurs et tout, j'étais dans le mauvais rôle. Mais à un moment donné, je l'ai regardé, je lui ai dit, en fait, c'est ta responsabilité. Je m'en défais. Ce n'est pas mon problème. C'est pas toi dans le mauvais rôle, c'est lui qui est dans le mauvais rôle. Et donc, commence une telenovela. Vraiment, littéralement, une telenovela. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien sur le moment. Parce que beaucoup de personnes me disent, mais pourquoi tu t'es fait du mal comme ça à traîner avec ce mec? Mais il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Ouais. Et puis, sexuellement, c'était ouf. C'était ouf. Et je méritais ça après ma précédente relation. Et arrive le moment où vraiment, on se dit je t'aime, quoi. C'était même plus. Il était plus en couple avec sa meuf, du coup. Il était encore avec elle, mais à ce moment-là, je lui ai dit, écoute, c'est plus possible. Je lui pose un ultimatum. Je lui dis, c'est soit tu la quittes, mais par contre, on sera pas ensemble parce que je ne veux pas d'une relation avec toi. Parce que je te rappelle que je suis musulmane et que t'aimes pas spécialement l'islam, en fait. Ouais. Donc, ça va pas le faire. Il me dit non, mais je comprends pas. Mais pourquoi tu veux que je quitte ma meuf si c'est pas pour toi, pour être avec toi? Ouais. Putain, mais je comprends pas parce qu'en fait, il a déjà quitté une nana pour une autre et il s'est retrouvé tout seul et il dit j'ai pas envie de me faire avoir encore une fois. Ça nourrit ma théorie que les hommes ne quittent que pour être avec quelqu'un d'autre, que les hommes ne tolèrent pas d'être célibataires plus d'un mois, quoi. Vraiment. C'est vraiment chercher leur maman à tout prix, hein. Putain, cherche ta psy au lieu de chercher ta maman. Waouh. En fait, au début, il a refusé mon ultimatum et je lui ai dit, mais en fait, le fait de pas choisir, c'est quand même un choix. Un non-choix est un choix. C'est-à-dire que tu ne me choisis pas, que tu choisis pas, que tu te choisis pas toi-même parce que finalement, cette relation ne l'épanouissait plus. Sinon, il voulait un statu quo, quoi. Parce qu'il voulait avoir accès à moi tout en restant dans sa relation parce que c'était une relation de 7 ans, que la suite logique, c'était de se marier, d'avoir des gosses et ça, c'est ce qu'il voulait. Et donc... Aujourd'hui, est-ce que tu sais s'ils sont mariés avec des gosses? Non, mais il a fini par la quitter. Donc, ah, ça, bravo! Bravo, Chipolata! T'as réussi, la suite, Chipo. Ah ouais, il a fini par la quitter. Il a fini par la quitter en décembre. Et ensuite, ce qui est bizarre, c'est que juste après, il est devenu un peu froid et distant parce qu'il devait gérer son deuil. En fait, il a quand même fait un deuil. Et quelques mois plus tard, on décide de se mettre ensemble en disant, on est ensemble. Mais nous ne sommes pas une relation de couple. Ce n'est pas une relation de couple. On n'a pas d'avenir. On ne sera pas ensemble. Ouais, c'est dur. Ouais. C'est-à-dire qu'on avait des règles. Tu me présentes pas à tes potes, je te présente pas à mes potes. On se voit, on se fait des week-ends, on se fait des voyages. Et on refait des points régulièrement. C'est-à-dire, on se dit, bon, on va faire un petit point d'étape. Alors, on continue à te voir ou pas? Tu veux que je te dise? Alors bon, le coup de on se présente pas les amis et tout, mais l'idée de se faire des points d'étape me paraît pas si dingo. Ça me paraît très pragmatique, mais ça ne me paraît pas dingo. Tu vois, au Québec, moi j'ai habité au Québec, et au Québec, on se fait des points d'étape. On fréquente la personne, au bout d'un moment, on se dit, alors où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce que tu veux qu'on soit? On est amoureux, on n'est pas amoureux, tu veux qu'on soit en couple, tu veux pas qu'on soit en couple? Ouais, on prend une décision à ce moment-là, puis quelques mois après, on se redit où on en est. Moi, je trouve que ça serait pas délulu d'instaurer des points d'étape dans nos relations de couple. On le fait bien dans notre vie pro. On fait toujours des mises au point. Donc pourquoi on le ferait pas en amour? Pourquoi en amour on attend, on espère que ça se déroule sans effort? Arrêtons ça. Enfin surtout à nos âges. Hein. Putain, on est quand même tous bien décalqués par la vie, quoi. Donc quand on s'est retrouvés ensemble, en fait, ça s'est fini. En gros, on s'est vus pendant quelques mois. On va dire, on a vraiment été
ensemble à 100% entre février et juillet, c'est-à-dire quelques mois. Ah oui, donc c'est court, ouais. C'est court, mais cette période-là, c'était un peu la montée de discours un peu problématiques dans l'espace médiatique. Il y a eu l'affaire Naël. Ok. Et l'affaire Naël, ça a été vraiment un gros sujet de discorde. Il y avait une accumulation de choses. Il y avait un attentat dans le 10e contre un Kurde. Et là, je lui dis, mais pourquoi là, tu reconnais pas que c'est un attentat ? Pourquoi un attentat, faut que ce soit commis par un musulman Et là, il me répond un truc qui m'a vraiment choquée. Il m'a dit, mais en fait, tu comprends pas, en fait, les terroristes islamistes, ils le font au nom de l'islam. Je lui fais, non, c'est pas au nom de l'islam parce que je suis musulmane, c'est pas à mon nom. Il refusait, en fait, il était dans une forme de déni où il refusait de se rendre à l'évidence. Ça allait tellement loin que je me suis mise à chialer. C'était une embrouille au téléphone. Il a pris son vélo, il est venu s'excuser en bas de chez moi. Et on a continué la discussion. Et à un moment, je lui dis, mais en fait, t'es islamophobe. Il fait, non. Il a fini par... On a mis 2-3 heures à ce qu'il l'avoue. Et quand il l'avoue, il me dit, oui, je suis islamophobe, dans le sens où islamophobie, ça veut dire phobie de l'islam. Oui, j'ai peur de l'islam parce qu'il y a eu le Bataclan. Non, mais alors qu'il était en couple avec toi, comment lui expliquer cette dissonance ? J'ai une double culture. Et quand je suis dans mon pays d'origine, je me fonds dans le décor. Je suis cette nana-là, cette arabe à 100%. Et quand je suis en France, j'ai mon petit verre de vin, la française, la parisienne à 100%. Et les gens ont tendance à choisir la version d'eux qui m'intéresse. Et ça, je l'ai eu aussi avec mon ex avec qui je suis restée 5 ans. Parfois, il me disait, mais parfois, j'oublie que t'es arabe. Ah, il y a le ramadan pour me rappeler que t'es... Ouais. Et du coup, avec le mec de droite, il y a un moment où je l'ai regardé dans les yeux et je lui dis quelque chose que je ne dirais pas en temps normal, mais c'était pour le brusquer. Je lui dis, mais tu sais, en fait, moi, je suis une bougnoule. Je l'ai regardé comme ça, droit dans les yeux. Et là, il détourne le regard et il se met à bégayer, il est pas bien. J'ai un peu aussi retourné le stigmate. Fallait que ce soit dit de façon violente parce que bougnoule, je le revendiquerai jamais. Mais il fallait qu'il se rende compte de la situation et que je lui rappelle aussi, il y a eu l'épisode Ramadan parce que pendant la période où on était vraiment entre guillemets en couple, il y a eu le Ramadan et là ça a été le drame aussi parce que il estimait déjà il estimait que c'était une forme de prosélytisme dans le couple parce que je lui imposais mon rythme de vie. Ok. Oui, il m'a dit, moi, j'ai pas signé pour ça. Ok, ça te regarde, mais à ce moment-là, pourquoi on se voit ? Parce qu'en plus, il fallait pas qu'il me touche. J'avais pas envie. Enfin, tu vois, il y avait une distance que j'instaurais parce que je jeûnais. Donc, pour moi, c'était un moment de spiritualité. Et il me dit, oui, mais du coup, je comprends pas ton islam à la carte, là. Ton islam à la carte, en fait, il se rend pas compte qu'il a le même discours que les salafistes. Qui, moi, vont me dire ton islam à la carte quand tu bois ton verre de vin. Toutes ces disputes-là, tous ces événements, toutes ces phrases... on laissait des traces et je me suis pas rendu compte, mais je commençais à prendre mes distances et je le désirais moins. Mais moi, je m'en rendais pas compte parce que j'étais là à chaque fois qu'on se voit, c'est la folie et tout. Et en fait, il me dit, je sens que tu me désires moins. Et ça a attaqué mon désir vers lui et c'est là où c'est devenu vraiment violent. Il y a eu l'affaire Naël. L'affaire Naël qui m'a vraiment bouleversée parce que je pense, c'est quand même dingue de se dire qu'on vit dans un pays où quelqu'un qui tue un jeune arabe devient millionnaire. C'est du délire. J'ai l'impression qu'on vit dans un mauvais film. Juste pour nos auditrices et nos auditeurs, peut-être, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est l'affaire Naël ? Oui, alors l'affaire Naël, c'est l'histoire d'un jeune homme d'origine maghrébine, d'un jeune garçon même, il avait 16 ans. Il était très jeune, Il était très jeune, oui. Qui a été tué par des flics suite à un refus d'obtempérer. Sachant qu'à la même période, il y a eu, je crois, le fils de Nadine Morano qui a aussi fait un refus d'obtempérer. Sous coke en plus, mais que l'issue n'était pas la même puisque l'un a été tué, l'autre non. Donc c'est clairement le signe des violences policières et du racisme institutionnel. Et lui ne voulait pas le reconnaître. Donc mon ex, pour lui, il n'adhérait pas à ma vision. On a le droit de pas être d'accord, mais au bout d'un moment, quand il les émeutes, là, il avait vraiment il avait des paroles problématiques en parlant d'émeutiers. Quand il parlait de la banlieue, ça m'était insupportable. Donc, je le voyais de moins en moins. J'avais moins envie de le voir. Je prenais mes distances. Et surtout, ce qui s'est passé à ce moment-là dans ma tête, c'est que pour lui, j'étais soit la bonne arabe, soit j'étais pas une arabe. Et du coup, quand je le voyais parler de mes semblables. Et même si c'était pas mes semblables, je veux dire, il peut être aussi raciste vis-à-vis des Noirs ou d'une autre ethnie, j'en sais rien.
mais ça m'insupporte que la personne avec qui je partage mon intimité puisse avoir des idées nauséabondes. Et ça finit, j'étais dans une forme de dissonance cognitive et je me faisais du mal en étant avec lui. Donc j'ai fini par faire une dépression et j'ai fini par aller voir la psy. Et surtout, en fait, ça m'a tellement atteint que je dormais plus. Et j'avais l'impression, mais ce n'était pas qu'une impression, que on était sur le point de basculer vers le fascisme. Vraiment, j'ai commencé à m'alarmer avant que tout le monde se réveille ces derniers mois. J'étais, non, mais c'est la catastrophe, on va faire aux musulmans ce qu'on a fait aux juifs, là, c'est pas possible. J'étais en panique. Et du coup, j'ai fini par faire une thérapie qui m'a un peu calmée. Dans ce malheur, il y a eu quand même un truc positif, c'est que ça m'a un peu poussée vers la religion, ça m'a poussée vers mes origines dans le sens où j'ai commencé à lire beaucoup de livres. Je me suis rendu compte aussi du fait que je me suis aussi beaucoup niée pour m'autoriser cette relation, pour accepter beaucoup de choses qu'on a dites à la fois dans cette relation, mais aussi dans la relation précédente, c'est que vraiment, j'avais aussi des choses à régler avec mon identité. Et que finalement, je suis dans un entre-deux, je suis le deux. Et donc, pour être les deux, je dois aussi assumer ma musulmanité, être heureuse quand je fais le ramadan, me documenter là-dessus, déconstruire aussi beaucoup de choses sur l'islam, parce qu'il y a aussi l'islam de la tolérance. D'ailleurs, c'est celui qu'on m'a inculqué, parce que sinon je ne serais pas là avec vous. Mes parents, ils m'ont toujours inculqué des valeurs de fraternité, ils m'ont toujours dit les chrétiens, les juifs, ce sont tes frères, ce sont tes sœurs. Enfin, je n'ai jamais eu d'hostilité envers un quelconque groupe. Et donc, c'est là où je me suis aussi renseignée sur les féministes dans l'islam, sur l'âge d'or de l'Andalousie musulmane, où il y avait aussi une forme d'homosexualité qui était tolérée. Il y avait des poètes, de la poésie homo-érotique. Enfin, vous vous rendez compte, c'est dingue. C'était à une époque où on brûlait les homosexuels en Europe. Ça m'a permis un petit peu de déconstruire tout un imaginaire que moi-même, en tant que musulmane arabe, je l'ai intégré du fait du colonialisme qui nous a tous imprégnés, en fait. Donc, ce travail-là de déconstruction, quand je vois que des Blancs s'y intéressent, c'est chouette, mais en fait, nous aussi, les Arabes, on a ce devoir-là envers nous-mêmes, en fait. Commençons déjà par nous-mêmes, nous réapproprier notre récit. Et c'est avec ça qu'on va aussi combattre tous les clichés, tous les discours de l'extrême droite, parce qu'en fait, si nous-mêmes on se défend pas, si nous-mêmes on se laisse marcher dessus, on sera jamais en capacité de résister et de se défendre. T'as même pas idée à quel point ça fait écho avec ce que je suis en train de vivre en ce moment moi-même par rapport à ma propre religion. Et moi, c'est des choses dont je crois, je parle assez souvent, justement, ces problématiques de culture auquel on n'arrive pas à se rattacher, d'un peu de rejet vis-à-vis de sa culture et vis-à-vis de ce qu'on représente aussi physiquement dans une société blanche. Parce que je dis que je suis blanche, mais je reste quand même si j'ai un fort white passing, je reste quand même perçue comme une femme racisée et puis aussi fantasmée sexuellement par des hommes blancs et puis parce qu'on sait pas c'est quoi. En fait, on nous a inculqué tellement de trucs dégueux quand t'es une femme racisée que tu te persuades que t'es blanche et donc tu évolues comme une blanche. Sauf que la société, les hommes, l'amour, le travail, tes privilèges et tes non-privilèges ne cessent de te rappeler que tu n'es pas une femme blanche, que tu n'es pas une petite Marie blonde aux yeux bleus, que tu n'es pas cette femme-là. On arrive sur la fin de cet épisode qui a été très différent de ce que j'avais en tête. C'est un épisode où je me rends compte que finalement, on m'a parlé de célibat, mais on a beaucoup parlé d'identité, de comment cette identité a eu de l'impact sur tes relations amoureuses. Moi, je serais assez curieuse qu'on se retrouve pour un second épisode où on parlerait de célibat, vraiment parce que là, je sens quand même un goût d'inachevé. Et je pense que, vous vous rendez pas compte, mais mine de rien, enregistrer 1 heure d'épisode, même si on aime beaucoup parler, il y a quand même un truc un peu fatigant. On prend beaucoup d'émotions et tout. Donc, si ça te dit, franchement, je serais très contente de refaire un deuxième épisode où on parle de célibat. Avec grand plaisir. Allez, c'est parti, on enregistre maintenant. Est-ce que, du coup, mes petites questions de fin, d'habitude et tout, je te les garde pour le prochain épisode. Je te remercie pour cette première partie que j'ai trouvée, mais
passionnante, hyper enrichissante et vraiment t'as une transparence et une intelligence émotionnelle à expliquer les choses que je trouve qui est assez fascinante et hyper agréable à écouter. Vraiment, merci. Et merci pour ton accueil et ta bienveillance et ton écoute. Merci. Les copines et les copains, du coup, comme le laisse présager cette fin d'épisode, si vous avez des questions pour Nina, c'est peut-être l'occasion de nous les envoyer et peut-être qu'on va tester un nouveau format, qui sait, un petit format questions-réponses où s'il y a des nanas de la même communauté qui peut-être ont des questions, qui peut-être ont envie de savoir certaines choses que moi je connaîtrais pas, tu vois, et qui ont envie d'en parler peut-être anonymement, c'est peut-être le moment de nous envoyer un petit message écrit et on transmettra le message et vos questions. Je suis un peu émue par cet épisode, ça a remué pas mal de trucs. Comme toujours, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, à Leslie, LESLYE.Granaud, GRANAUD, pour suivre toute mon actualité passionnante et l'actualité du podcast. Si vous avez aimé cet épisode ou tous les autres épisodes, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et une petite étoile pour nous dire qu'on est fantastique, parce que c'est vrai, on est un peu fantastique. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode et je vous souhaite une très belle journée et comme toujours, vive le féminisme.